La tresse de Laetitia Colombani, résumée chapitre par chapitre. Donc l'histoire, elle est répartie, pas vraiment en chapitres parce qu'il n'y a pas les numéros, mais il y a différentes parties, chaque fois avec un prénom. Donc le premier, c'est Smita. Donc dans ce premier chapitre, on nous raconte qu'il y a une dame qui se réveille dans sa cahute, elle vit dans une cahute et elle appartient à la caste des intouchables. Donc en fait, c'est une population qui vit un petit peu en marge de la société. Ils sont considérés un peu comme des moins que rien, il ne faut pas les toucher, pas les regarder, pas leur parler. Ils sont un peu maltraités par le reste de la population indienne. Et cette dame, son travail, c'est de ramasser le caca dans les maisons des autres. Donc c'est un travail tout à fait dévalorisant et elle est malheureuse de faire ce travail-là et d'être méprisée par tout le monde. Elle vit avec son mari et elle a une petite fille. Et sa fille, elle est en âge d'apprendre à faire le métier. Mais elle refuse que sa fille fasse ce métier-là. Donc, pour la sauver de sa condition, elle veut inscrire sa fille à l'école. Donc, il y a eu son mari qui était contre au début parce qu'il disait que ça allait pas être accepté et que ça allait être trop dur pour elle. Mais elle a insisté et son mari, c'est quand même un brave homme. Elle dit qu'elle est pas comme il n'est pas comme son père qui était un homme violent et méchant. C'est quand même un bon mari et il accepte que elle inscrive sa fille à l'école. Et Lalita, donc du coup, elle est inscrite à l'école pour aller faire son premier jour de rentrée. Et Smita est très heureuse parce qu'elle a réussi à inscrire sa fille. Et c'est comme ça que se termine cette première partie. Le chapitre 2, donc ça parle de Julia, à Palerme en Sicile. Donc Julia, c'est une jeune fille qui est très dynamique, qui n'est pas très féminine, elle aime bien être indépendante et faire plein de choses. Et sa mère la réveille parce qu'elle doit aller s'occuper de l'usine de son père. C'est une usine où on fabrique des perruques. Et pour fabriquer des perruques, il récupère des cheveux chez les gens. Et ensuite, avec ces cheveux, il fait des perruques de vrais cheveux. Et donc, il faut les trier, les laver, les ranger, les coudre, tout ça. Donc, il y a plein d'ouvrières. Et on découvre le monde dans lequel vit Julia. C'est très joyeux. Il y a plein de femmes qui se racontent leurs histoires. C'est un univers vraiment féminin, avec leurs histoires d'amour, leurs problèmes d'enfants, leurs problèmes d'argent. Et Julia est très proche de toutes ces ouvrières qui la connaissent depuis sa naissance. Et cette partie, elle se termine par un drame, mais on ne sait pas lequel. Quelqu'un lui dit qu'il est arrivé quelque chose à son père. Et Julia adore son père, donc évidemment, elle a un choc quand elle apprend qu'il est arrivé quelque chose à son père. Le chapitre 3, donc le chapitre suivant, c'est Sarah. Donc on découvre un troisième personnage, Sarah, qui habite à Montréal au Canada. En fait, c'est une femme qui a tout réussi dans sa vie. Elle est associée à un cabinet d'avocats, donc elle n'est pas un simple employé, parce qu'il y a beaucoup d'employés qui ont des hauts postes, des femmes aussi. Donc on voit encore que c'est encore un livre très féministe qui défend les droits des femmes, je ne sais pas si on peut dire ça. Et donc en fait, elle a demandé de venir associée, d'être l'égale des hommes. Et pour arriver là, il fallait vraiment être très très compétente, ne jamais être absente, etc. Donc elle a eu des relations avec des hommes dont elle a divorcé à chaque fois. Elle a 3 enfants. Avec aucun homme, elle est restée mariée. Ils ont toujours tous divorcé, les uns et les autres. Donc il lui reste 3 enfants dont elle s'occupe et elle arrive à gérer en même temps sa vie professionnelle brillante et la vie avec ses enfants. Mais en même temps, quand le chapitre se termine, on dit que Sarah, elle est une bombe prête à exploser. Parce qu'en fait, elle assure tellement de choses à la fois qu'elle est complètement épuisée et elle doit toujours tout réussir et elle garde tout à l'intérieur et elle est une bombe prête à exploser. C'est comme ça que le chapitre se termine. Le chapitre 4, on revient à Smita. Donc Smita, elle devait envoyer sa fille à l'école et là c'est le jour de la rentrée. Donc elle accompagne sa fille et on voit qu'elle a fait vraiment beaucoup d'efforts pour elle. Elle a cousu un sari avec du tissu qu'elle a acheté parce qu'elle a très très peu d'argent, donc elle a dû économiser pour acheter le tissu et elle s'est donné beaucoup de mal pour lui coudre un sari. Donc un sari c'est un vêtement traditionnel indien, elle n'a pas d'argent pour acheter un uniforme comme les autres enfants, mais elle lui a cousu un beau vêtement pour qu'elle puisse ne pas être gênée auprès des autres enfants, d'être moins bien habillée qu'eux. Elle lui a aussi cuit du riz et elle a mis le riz dans une petite boîte en métal qu'elle a peinte pour qu'elle soit belle. Et elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour bien préparer sa fille à ce jour de la rentrée. Évidemment, Smita, elle a peur. On le comprend en lisant le chapitre. Elle a peur parce que c'est un monde qu'elle connaît pas du tout. Elle n'est jamais allée à l'école et elle a appris depuis toujours que les intouchables n'ont pas le droit de se mêler avec les autres. Ils n'ont même pas le droit de toucher leur nourriture ou de les regarder dans les yeux. Donc sa fille qui va aller à l'école avec les autres enfants, évidemment, elle a peur que ça se passe mal, mais
elle montre rien à sa fille et elle lui dit marche bien, sois sage. Et à la fin du chapitre, elle lui dit allez, va. Elle lui fait pas un bisou ou quelque chose comme ça parce que c'est pas dans sa mentalité, mais elle aime beaucoup sa fille à sa façon, même si elle a l'air dure. Et elle lui dit surtout sois bien sage et écoute bien le maître. Ensuite, le chapitre suivant, le 5e, on revient à Julia, à Palerme en Sicile. Donc, vous vous rappelez que ça s'était terminé dans l'usine de perruques de son père, quand une nonna, donc une mamie, venait lui dire qu'il était arrivé un drame. Donc en fait, Julia, elle se précipite pour aller voir son père, et en fait, elle raconte son enfance où elle était en vélo, en Vespa, pas en vélo, en Vespa, c'est une petite mobilette, avec lui et tous les bons souvenirs qu'elle a avec son père. Et en même temps qu'elle raconte tous les bons souvenirs qu'elle a avec son père, elle en revient pas de le voir sur un lit d'hôpital. Et là, on comprend qu'il est arrivé quelque chose. En fait, ce qui est arrivé, c'est que son père a eu un accident avec la Vespa. Donc, toute la famille est bouleversée. Julia, elle est avec sa mère à l'hôpital. Et puis, quand ils sortent, il y a une grande fête dans la ville. C'est une procession religieuse. Et sa maman, qui est très croyante, lui dit, bah, viens, on va participer un peu à la procession pour prier pour le papa qui a eu un accident. Alors Julia, elle n'est pas très croyante, mais elle suit sa maman par tradition. Et pendant qu'elle traverse la procession, elle se sent un peu oppressée par la foule. Donc du coup, elle en profite que sa mère parle avec une autre dame pour filer dans une rue à côté où il y a moins de monde. Et dans la rue à côté, elle voit des carabinieri, ça veut dire des policiers, qui sont en train d'arrêter un monsieur avec un turban. Ils l'arrêtent parce que le monsieur refuse de retirer son turban. Et les policiers se fâchent et ils l'emmènent. Alors Julia, elle regarde cette scène et elle n'ose pas intervenir parce qu'elle est un petit peu scotchée sur place. Et en même temps, quand ils emmènent le monsieur, qui est un Indien, on saura après que c'est un Sikh, c'est le nom d'une ethnie aussi, Julia, elle le regarde droit dans les yeux, lui, il regarde aussi Julia, et aucun des deux ne baisse les yeux. Mais les policiers emmènent quand même le monsieur, et elle ne dit rien, elle le laisse emmener. Après, quand ils sont plus sous ses yeux, elle se demande si elle a bien fait de ne pas intervenir, et en même temps, elle ne sait pas ce qu'elle aurait pu faire, et elle ne sait pas si elle aurait dû dire quelque chose, quoi, et elle ne sait pas non plus ce qui va arriver à ce monsieur. Chapitre 6, c'est le chapitre suivant, on revient à Sarah. Donc Sarah, c'est la femme qui travaille chez un avocat, qui est aussi une mère et qui est une très bonne professionnelle, je ne sais pas comment on va dire, c'est quelqu'un qui réussit dans la vie. Et donc Sarah, elle était dans la salle du tribunal en train de plaider un procès, donc parce qu'elle est avocate, et elle s'est écroulée. Et quand elle s'est écroulée, bah, évidemment, les pompiers ont été appelés et ils l'ont emmenée. Donc elle fait comme si c'était rien, comme s'il n'y avait rien de grave. Mais en fait, quand elle arrive à l'hôpital, le médecin lui dit qu'il y a quelque chose de grave. Mais elle, en fait, elle esquive la confrontation. Elle veut pas qu'on lui dise qu'elle est malade, alors elle fait comme si tout allait bien et elle insiste pour repartir. Même quand elle a eu ses enfants, elle s'est jamais arrêtée de travailler et elle ne prend pas de rendez-vous médicaux ou de rendez-vous pour elle en disant je m'absente parce que je suis malade. Si elle a un rendez-vous médical ou si elle a quelque chose à faire pour ses enfants, elle dit déjeuner à l'extérieur ou rendez-vous à l'extérieur parce qu'elle veut jamais que sa vie privée, on puisse la voir dans sa vie professionnelle. Parce qu'elle dit de dire j'ai mal dormi cette nuit parce que j'ai un bébé qui est malade, ça c'est bien quand on est une secrétaire ou qu'on a un petit emploi, mais quand on est un associé qu'on veut se faire respecter, on ne doit pas montrer qu'on est une femme et montrer qu'on a aussi peut-être des faiblesses d'humain que peuvent avoir les hommes aussi. Alors le chapitre suivant, c'est le chapitre le plus dur de de tout le livre, je trouve. C'est le chapitre où on revient à Smita, c'est le chapitre 6, et elle récupère sa fille qui est rentrée de l'école. En fait, elle arrive, donc elle est impatiente de la retrouver. Sa fille est déjà rentrée, elle est dans la cahute, alors elle prend de l'eau, elle se nettoie bien avec beaucoup de savon parce qu'elle veut sentir bon, elle veut pas ramener l'odeur des toilettes qu'elle nettoie toute la journée. Et quand elle rentre, elle voit sa fille qui est dans un coin, toute recroquevillée sur elle, et elle est dos au mur. Et alors elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne me réponds pas? Comment ça s'est passé la journée? On pense que c'est une maman qui est méchante, elle attrape sa fille, elle la tire dehors. Mais au bout d'un moment, elle se rend compte qu'elle a déchiré ses habits. Elle dit, mais comment ça fait que tu as déchiré ton sari? Parce qu'elle en avait pris soin, elle l'avait bien cousu, et il arrive tout déchiré ce sari. Et puis alors la petite fille, elle répond pas, et elle regarde son dos, elle voit que son dos, il est tout blessé. En fait, le maître l'a tapé jusqu'à déchirer ses habits, l'a blessé dans son dos, et elle se fâche, elle dit, pourquoi le maître t'a tapé? Tu as désobéi au maître, c'est quand même incroyable, sa petite fille qui est toujours gentille, qui désobéit au maître.
Alors elle est fâchée. Et puis après, la petite fille, comme sa mère, elle essaye de la taper, elle crie, et le papa, il arrive, il la défend. Et finalement, ils arrivent enfin à entendre ce qu'elle a à dire. Et ce que Lalita dit, c'est que le maître, quand elle est arrivée, il a été condescendant avec elle. Il l'a pris de haut et il lui a dit, toi, tu balayeras la classe. Et Lalita, elle n'était pas venue pour balayer la classe, elle était venue pour apprendre parce que sa maman, elle avait beaucoup d'espoir en elle. Donc elle a refusé d'aller balayer la classe. Et le maître, alors il l'a battue devant les autres enfants et il lui a interdit de s'asseoir. Elle est restée tout le temps debout, toute la journée. Elle n'a pas pu apprendre avec les autres élèves, elle n'a pas pu écrire, et elle n'a pas eu le droit de manger son sandwich pendant que les autres mangeaient, enfin sa boîte de riz. Pendant que les autres mangeaient, elle devait toujours rester debout et attendre. Et ensuite, quand la journée s'est terminée, ben, elle est rentrée. Et du coup, sa maman, elle comprend que le maître, il lui a menti parce qu'elle, elle a donné de l'argent au maître, elle est allée le voir pour lui demander de bien vouloir prendre sa fille à l'école. Il lui a pris toutes ses économies pour payer le droit de mettre sa fille à l'école. Et en fait, il lui a rien appris. Il l'a juste battue et il lui a manqué de respect. Donc Smita, elle est furieuse. Et le papa, lui, il a une autre position. Le mari de Smita, il dit, Lalita, elle aurait mieux fait d'obéir et de se soumettre à ce système, parce que c'est un système ancestral et que la vie a toujours été comme ça. Si elle avait accepté de balayer la classe et de ne pas être respectée par les autres, au moins elle aurait pu entendre le cours et petit à petit apprendre. En fait, le papa et la maman, ils ont deux visions divergentes, deux visions différentes. Elle pense que sa fille doit se battre pour obtenir les mêmes droits, et le père pense qu'il faut accepter la situation comme elle est et pas se battre, et que on doit s'adapter à la situation. Le chapitre suivant, c'est le chapitre 7. On revient à Julia, à Palerme en Sicile. Donc Julia, elle va voir son père et elle lui lit des livres parce qu'il est à l'hôpital, et du coup, elle sait qu'il l'entend quand il dort. Donc pour lui tenir compagnie, elle lui lit des livres comme son père lui racontait des histoires quand elle était petite. Julia, elle adore son papa, donc pour elle, c'est très très dur de savoir qu'il est à l'hôpital et qu'il est malheureux. Donc Julia, elle va à la bibliothèque pour chercher des livres pour son père, et elle tombe par hasard sur le monsieur qui est sikh, qui avait un turban sur la tête. Il est lui aussi à la bibliothèque. Alors ils se croisent et ils finissent par se parler quand même. C'est différent pour elle parce qu'en Italie, les hommes, ils aiment bien séduire les femmes. Alors ils leur parlent beaucoup, ils essayent de rentrer en contact, alors que lui, il a une autre mentalité, il n'ose pas aller lui parler parce que chez eux, ça se fait pas. Donc c'est elle qui engage la conversation. Elle trouve que c'est un petit peu étrange d'aller elle-même engager la conversation avec un garçon. Et puis elle lui demande ce qu'il fait là, il cherche un livre, il lui demande un conseil, elle lui donne un livre, et là il la retient pas, il s'en va. Alors elle est un petit peu perplexe parce que elle aurait pensé que comme les autres garçons, il allait tenter de la séduire et lui demander de rester, mais lui pas du tout, il s'en va. Mais n'empêche qu'il y a quand même eu un échange entre eux et qu'elle n'est pas indifférente à ce garçon, elle a des sentiments pour lui. Et quand elle rentre, sa maman, elle s'inquiète, elle lui dit, mais enfin, pourquoi tu rentres si tard? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose? Elle dit non, tout est intact. Mais en réalité, tout n'est pas intact parce qu'au fond d'elle, il y a quelque chose qui a changé. Elle est amoureuse de ce garçon. Le chapitre 8, c'est le dernier qu'on va résumer parce qu'on n'a pas encore lu les autres. On retourne chez Sarah. Donc Sarah, à Montréal, au Canada. Elle, donc, elle sait qu'elle a une maladie, mais elle ne sait pas encore laquelle, et elle va donc dans un cabinet de médecin, et donc le médecin, elle dit qu'il a des gros sourcils, qu'il a des poils qui lui sortent des oreilles. Elle s'attache à des petits détails parce qu'elle n'arrive pas à se dire qu'elle est malade. Et en fait, ce que lui dit le médecin, c'est qu'elle a une maladie qui est très grave, qui fait la taille d'une mandarine. Il dit pas le mot, mais elle comprend qu'elle a un cancer. Et du coup, elle est choquée, évidemment, et sa façon de réagir, c'est de faire comme si ça la touchait pas. Donc, elle dit si c'était quelqu'un de ses proches, eh ben, elle serait triste et inquiète pour lui, mais pour elle-même, elle fait comme si c'était rien. Donc, c'est quand même un gros cancer, c'est un cancer du sein qui fait la taille d'une mandarine. Et alors, elle garde dans sa tête la comparaison avec la taille de la mandarine. Elle dit que maintenant, elle va appeler son cancer le M, ça va être son code secret, et elle va lutter contre son cancer comme elle a toujours lutté dans sa vie pour tout réussir. Elle va prendre ses rendez-vous cachés comme elle le faisait avec ses enfants pour pouvoir lutter contre cette maladie. Et alors, c'est un petit peu drôle malgré la tristesse de ce chapitre, parce qu'alors, elle organise sa bataille contre le cancer qu'elle appelle la mandarine, et elle dit une mandarine, même maligne, maligne ça veut dire mauvaise,
Donc une mandarine même mauvaise, c'est quand même pas elle qui va gagner. Et on voit que Sarah, c'est une femme très très courageuse malgré la maladie, malgré une vie très dure. Elle pense encore qu'elle va gagner et elle choisit de se battre, mais en même temps, elle est dans le déni. Ça veut dire que elle s'autorise pas à se dire qu'elle est malheureuse, qu'elle est malade. Elle fait comme si elle était très heureuse et en pleine santé, alors que la réalité, c'est pas ça. Donc on voit que Sarah, elle a un bon et un mauvais côté. Son bon côté, c'est d'être très courageuse, et son mauvais côté, c'est de pas prendre soin d'elle-même et de faire comme si elle avait rien, alors qu'elle est très malade. Voilà, on va s'arrêter maintenant dans le résumé. On est déjà à la moitié du livre. Les livres, on peut les entendre parce qu'on les a lus ensemble, donc ils sont aussi en ligne sur la chaîne. S'il y a des questions par rapport à l'histoire ou s'il y a des questions par rapport au personnage, vous pouvez les poser et on va continuer la lecture. Et quand on aura lu quelques chapitres encore, on recommencera à faire un résumé chapitre par chapitre. Au revoir. On continue le résumé de La Tresse de Laetitia Colombani. On est arrivé au chapitre 10, c'est Smita. Alors ça se passe pendant la nuit. Smita, elle est dans sa cahute et elle dort à côté de son mari. Et donc on voit que son mari, lui, il a un bon sommeil, qu'il dort bien et qu'il accepte sa condition. Par contre, Smita, elle est révoltée et elle n'arrive pas à trouver le sommeil et elle décide de ne pas écouter son mari qui lui a dit qu'il fallait rester et accepter son sort. C'est cette nuit-là qu'elle prend la décision de partir. Alors elle raconte encore une fois des choses horribles qui sont arrivées en Inde avec des gens qui refusent leurs conditions et qui s'opposent ou alors qui font des choses qui sont contre les règles de la communauté et qui subissent des traitements absolument horribles. Donc on voit qu'il y a vraiment un gros risque si Smita se fait attraper, mais elle choisit quand même de partir sans son mari, avec sa fille, pour essayer de regagner une autre ville et avoir une autre vie. Le chapitre suivant, donc c'est le chapitre 11, ça parle de Julia. Julia, donc elle continue à entretenir sa relation avec Kamal, ils se retrouvent le plus souvent possible. Lui, il lui parle des traditions de chez lui, les traditions sikhes. Il raconte que, par exemple, chez eux, les prénoms, c'est les mêmes prénoms pour les garçons et les filles. Seulement, on rajoute dragon pour un garçon et princesse pour une fille, si je ne me trompe pas. Mais c'est les mêmes prénoms, et du coup, les rapports hommes-femmes sont différents dans les traditions sikhes. Alors, les hommes, c'est les ours qu'on rajoute, c'est pas dragon, pour me dire qu'ils sont forts. Donc, bon, c'est leur façon à eux de distinguer. Et pendant ce temps, Julia, elle fait les allers-retours entre la maison et puis cette vie secrète qu'elle a avec Kamal. Mais un jour, il y a besoin de faire des papiers et pour ça, elle va dans l'atelier de son père. Ça lui fait bizarre de se retrouver dans l'atelier sans son père. Et elle s'approche du bureau pour essayer de trouver les papiers, mais le tiroir est fermé à clé. C'est un peu bizarre parce que elle voit pas son père avoir des secrets et enfermer des choses et les cacher. Donc elle se demande ce que c'est. Et le chapitre se termine quand enfin elle trouve la clé et elle ouvre le tiroir. Il y a quelque chose de terrible à l'intérieur et on dit que le sol se dérobe sous ses pieds. Parce que Julia, elle va découvrir un secret terrible, mais on ne sait pas encore ce que c'est. Donc le chapitre suivant, c'est le chapitre 13, si je ne me trompe pas. Donc Sarah, elle part à l'hôpital et elle revient régulièrement en menant son plan comme elle l'avait décidé, c'est-à-dire en ne disant à personne qu'elle était malade. Elle prend ses rendez-vous pendant ses moments de repos ou pendant ses sorties personnelles. Elle ne se met jamais en arrêt maladie. Et on voit vraiment que le travail reste sa priorité, c'est central dans sa vie. Elle fait tout en fonction de son travail pour garder sa place et sa santé passe en second plan et elle continue à n'en parler à personne. Seulement, il y a un détail qui va la trahir, c'est qu'un jour, elle va au service oncologie et Inès, donc oncologie, ça veut dire l'endroit où on traite les cancers. Et Inès, sa junior, comme ils disent, qu'elle a embauché elle-même, a aussi une maman qui a un cancer et qu'elle accompagne. Mais Sarah, elle n'a pas retenu ce petit détail parce qu'elle n'était pas attentive. Et le fait qu'elle soit pas très attentive, ça montre que ses capacités sont en train de décliner aussi. Et donc pendant qu'elle est au service oncologie et qu'elle tombe sur la mère de Inès, et Inès qui est avec elle, elle croit qu'elle est perdue, donc elle fait semblant de rien, mais elle se dit c'est dramatique, comment je vais faire maintenant parce que Inès va dire à tout le monde que je suis malade. Et c'est elle-même qui a choisi sa collaboratrice parce que c'est une fille qui lui ressemble. Elle est comme elle, très ambitieuse, très comme elle donne la priorité à son travail et elle est prête à tout sacrifier pour son travail. Donc elle trouve une solution qui lui paraît être une bonne solution. Elle donne à Inès un avancement, elle lui donne une promotion à son travail. Donc Inès, maintenant, elle a plus de responsabilités
Je pense qu'elle l'associe à un dossier, le fameux dossier Boulagour, quelque chose comme ça, qui est très important. Et alors, elle pense qu'ainsi, elle a un peu acheté le silence de Inès parce que, comme elle lui aura rendu un service, elle s'imagine que Inès se sentira redevable et ne parlera pas du fait qu'elle l'a vue au service oncologie. Mais on se doute que ça va pas durer parce qu'à la fin du chapitre, euh, la conclusion, c'est il faut pas oublier que quand on nage avec les requins, il ne faut pas saigner. C'est une expression qui veut dire, donc les requins, ils aiment le goût du sang, et si on vit entouré de gens qui essayent tous d'être le plus fort, et ben dès qu'on a une faiblesse, on peut se faire manger par les autres. Voilà, le chapitre se termine comme ça. Donc, le chapitre suivant, on revient chez Smita. Donc Smita, elle réveille sa fille au milieu de la nuit pour l'emmener. C'est un chapitre qui est très triste aussi parce que ils sont en train d'abandonner le père. Et c'est très difficile parce qu'elle choisit de sacrifier son mari, ou en tout cas de sacrifier la relation qu'elle a avec son mari pour s'enfuir, et séparer aussi la petite fille, Lalita, de son père. Donc elle la réveille au milieu de la nuit pour l'emmener, et elle laisse son mari qui dort paisiblement derrière elle. Donc son projet, c'est de rejoindre une ville sainte, de faire un pèlerinage et après de partir dans une ville lointaine dans laquelle elle a de la famille. Donc la Smita ne sait pas écrire, donc elle ne peut pas laisser un mot à Nagarajan, mais elle écrit l'adresse de la famille chez qui elle part et elle la dépose sur l'oreiller, enfin sur l'oreiller ou l'endroit où dort le père Nagarajan. Alors moi ça m'a un peu surpris quand même parce qu'elle raconte dans les chapitres précédents que quand quelqu'un s'enfuit, la famille qui reste est horriblement assassinée, donc on espère qu'ils vont pas assassiner le père quand même. Donc voilà, elle s'enfuit avec sa fille au milieu de la nuit, avec comme plan de rejoindre la ville sainte et après une grande ville où elle a de la famille. Mais bon, elle fait tout ça pour permettre à sa fille d'avoir un avenir et on voit que pour ça, il faut sacrifier des choses très importantes, comme par exemple son mari. Alors, le chapitre suivant. On retourne chez Julia. Julia, donc elle vient d'ouvrir le tiroir et dans ce chapitre, on va découvrir avec elle ce qui est dans le tiroir. En fait, ce sont des dettes parce que le père est ruiné. Il y a tous les comptes de l'atelier et on se rend compte que dans l'atelier, rien ne va plus. Ils ne payent plus les factures, ils sont en faillite. Et en même temps, il y a quelque chose qui est dit à mi-mot. On le devine parce que c'est pas dit explicitement. Elle-même, c'est comme le personnage Julia qui elle-même n'ose pas se le dire clairement. Mais on entend que le père, il a eu un accident sur une route toute droite avec son scooter et qu'il a foncé dans un poteau sur le bord. Et du coup, elle se dit, est-ce que son père, étant ruiné, il n'aurait pas par lui-même choisi d'avoir cet accident comme un peu un suicide parce qu'il aurait eu trop honte de la situation et il n'aurait pas pu assumer le fait que l'atelier soit en faillite. Et donc le chapitre se termine comme ça, avec cette question. Et Julia, qui s'inquiète beaucoup pour sa famille, elle dit que l'accident de son père les a ébranlés et la mort de l'atelier, ça va les achever. Donc la situation est un peu désespérée chez eux quand ce chapitre-là se termine. On retourne chez Sarah pour le chapitre suivant. Donc Sarah, elle commence à comprendre au cabinet que Inès a parlé. En fait, Inès n'a pas gardé le secret comme elle l'avait espéré. Elle a dit aux autres qu'elle avait vu Sarah au cabinet et du coup, le regard des gens change. Finalement, elle se rend compte que parfois, ils la mettent de côté, ils ne l'informent pas de certaines choses ou alors ils parlent d'elle dans son dos. Et alors, Sarah est extrêmement déçue et elle se rend compte que le plus dur contre quoi elle va devoir lutter, ce ne sera pas forcément sa maladie, mais ce sera les a priori des autres. Et donc le chapitre se termine avec l'idée que l'ennemi, finalement, c'est pas forcément celui qu'on croyait. Finalement, l'ennemi, ça va être tous ceux qui l'entourent à son travail qui risquent de lui nuire plus que l'aider. Chapitre suivant. Alors là, c'est un grand chapitre qui parle de Smita. Il y a beaucoup d'actions, je vais essayer de rien oublier. Dans ce chapitre-là, Smita s'enfuit avec sa fille. Donc elle marche en plein milieu de la nuit, elle a réveillé sa fille sans lui dire qu'elle laissait leur père. Donc elle marche au milieu de la nuit à travers champs. Ils arrivent là où elle avait caché son vélo, son eau et sa nourriture, mais il y a une bête qui est venue et qui a mangé leur réserve de nourriture. Donc elle n'a plus qu'une bouteille d'eau déjà, ça commence mal. Elle s'en va avec sa fille, son vélo et la bouteille d'eau. Ensuite, elle roule pendant longtemps à vélo jusqu'à l'arrêt de bus. Quand ils arrivent à l'arrêt de bus, ils se rendent compte que le bus passe une fois dans la journée et encore c'est pas sûr qu'il passe, donc il faut attendre très longtemps. Et elle a peur évidemment que les jattes la retrouvent entre-temps. Finalement, quand le bus arrive, il est déjà plein, il y a des gens qui sont accrochés partout, il y a même des chèvres sur le toit, et c'est très difficile pour elle d'entrer à l'intérieur et de faire une place pour elle et sa fille.
Quand elle a enfin trouvé une demi-place pour elle et sa fille, elle pose Lalita et elle essaye de retourner récupérer son vélo, parce qu'elle veut vendre son vélo pour acheter à la nourriture quand elle sera arrivée et avoir quelques sous pour faire la route. Seulement, elle voit par la vitre quelqu'un qui est en train de partir avec son vélo et qui lui vole. Donc elle choisit de laisser tomber parce que si elle commence à courir derrière le vélo, il y a des risques que l'autobus parte avec Lalita ou alors qu'ils partent et que leur chance soit perdue. Donc elle se retrouve toute seule avec Lalita et une bouteille d'eau. Donc ils sont dans le bus et ils arrivent ensuite dans une gare où ils doivent prendre un train. Là, il y a encore une escroquerie. Le vendeur du train lui dit vous arrivez trop tard, toutes les places sont réservées, il n'y a plus de place pour le train. Alors elle le supplie, elle lui dit on n'a pas la force d'attendre, passer la nuit dehors et tout, il faut absolument nous trouver un billet de train. Donc elle lui donne quelques roupies sur le peu d'argent qu'elle a pris et à la fin, elle se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de réservation dans le train, il y a toujours des places. C'est le vendeur du guichet de la gare qui l'a escroqué. Donc elle monte dans le train. Dans le train, les conditions sont horribles, les gens sont les uns sur les autres. Il y a une famille qui s'est installée dans les toilettes, donc elle demande à Lalita de faire pipi dans le wagon parce qu'elle ne peut pas accéder aux toilettes. Lalita, elle refuse, elle préfère se retenir pendant 2 heures plutôt que de se soulager devant tout le monde. Donc encore une fois, on voit la dignité de cette petite fille qui n'a que 6 ans ou 7 ans, je ne sais plus, mais qui reste très digne. Et le voyage se poursuit. Ensuite, quand elle arrive en train, elle doit prendre un autre train, donc elle se retrouve dans une grande gare où c'est encore une fois le bazar, la cohue, etc. Et elle se couche avec sa fille dans les bras, sachant qu'elles n'ont pas mangé, qu'elles n'ont pas d'argent. Et il y a à côté d'elle une dame qui a des vêtements blancs, qui a 2 enfants tout petits sur elle et qui leur donne des gâteaux secs. Et en fait, cette dame-là, ça va être la première dans tout ce périple où tout le monde est égoïste, ne pense qu'à lui, mais bon, on voit que les gens ils essayent de sauver leur vie aussi, mais ils sont quand même pas très soucieux les uns des autres. Donc cette femme, c'est la première qui va lui donner des gâteaux à partager avec Lalita, qui va être gentille avec elle. Et on apprend que cette dame, elle est habillée en blanc parce que c'est les vêtements du deuil en Inde, et que sa famille l'a chassée parce que son mari était mort. Et qu'il y a même une tradition dans laquelle on tuait les veuves quand leur mari mourait. Donc la femme qui avait perdu son mari, on l'assassinait, on la mettait dans le feu avec le défunt. Donc apparemment, être une veuve en Inde, c'est très mal vu. Ils sont rejetés. Et cette femme-là, elle s'est enfuie avec ses enfants parce qu'elle aurait préféré se donner la mort, mais si elle l'avait fait, ils auraient peut-être tué les enfants. Bon, c'est vraiment un peu glauque. Je ne sais pas si la vie en Inde est vraiment aussi horrible que ça, mais c'est ce qui est raconté dans ce chapitre-là. Et en même temps, cette dame-là, elle a dit à Smita qu'elle allait dans une autre ville sainte, donc ils changent de cap, et ils sont dans une autre ville dont j'ai oublié le nom, Varanasi, quelque chose comme ça. Chapitre suivant, on revient chez Julia. Alors Julia, elle explique à sa famille qu'ils sont ruinés, et alors là c'est le drame, donc on a Francesca, sa sœur qui est mariée avec un mari qui dilapide tout son argent au jeu, et c'est régulièrement le papa qui leur donne de quoi vivre à elle et ses enfants, parce que son mari est quelqu'un de pas bien, qui utilise tout l'argent de la famille et qui ne leur permet pas de pouvoir subvenir à leurs besoins. Il y a la plus jeune fille qui s'appelle Alda, qui est encore adolescente, et il y a la maman. Et ensuite, il y a Julia. Et Julia, elle leur explique qu'elles sont ruinées, que l'atelier est en faillite. Donc par rapport à ça, sa mère et ses sœurs, elles disent oui, mais il y a Gino qui est amoureux de toi. Et Gino, lui, il est riche. Et comme Gino est riche, si tu l'épouses, on pourra sauver l'atelier ou au moins sauver notre maison. Parce que comme l'atelier leur appartient, s'ils ne payent pas leur dette, la maison qui est hypothéquée disparaîtra. Ils n'auront plus d'endroit où habiter, ils n'auront plus de revenus, plus rien du tout. Donc c'est un peu dur pour Julia parce qu'elle n'aime pas Gino et qu'elle n'a pas du tout l'intention de se marier avec lui, mais elle accepte de l'épouser quand même parce que, comme lui dit sa mère, l'amour peut arriver après et c'est quand même son devoir de sauver sa famille. Donc Julia, bien que triste, elle a l'air d'accepter ça quand même. Elle écrit une lettre à Kamal pour lui dire qu'ils ne peuvent pas rester ensemble parce qu'elle va devoir se marier avec Gino. Elle ne connaît pas l'adresse de Kamal, elle ne sait même pas où il vit. Il vit dans une chambre qu'il partage avec quelqu'un de son pays, mais elle ne sait même pas où. Donc elle lui dépose la lettre dans la grotte. Et le chapitre allait se terminer, mais tout à la fin, on entend quelqu'un qui jette des cailloux sur sa fenêtre, et c'est Kamal, qui n'est pas du tout timide comme d'habitude et réservé, au contraire, qui a l'air serein, même content, et qui lui fait signe, qui lui dit de vite descendre parce qu'il veut lui parler. Et là, on ne sait pas ce qu'il va lui dire, le chapitre se termine comme ça, mais ils disent que c'est un miracle. Ce qu'il va dire est un miracle. On ne sait pas quoi, on attend suite au prochain épisode. Alors l'épisode suivant, c'est Sarah.
Sarah, elle a donc maintenant tout le cabinet qui est au courant qu'elle a un cancer et c'est vraiment la descente aux enfers. Tout le monde la met de côté, on l'invite plus dans les réunions. On donne ses meilleurs dossiers à Gary Kirst et Gary Kirst devient manager partner. Tout le monde fait semblant d'être gentil avec elle, lui conseille de se reposer, mais en fait, les gens sont hypocrites. Quand il lui conseille de se reposer, c'est pour, quand elle est absente, lui prendre ses dossiers, etc. Et le plus grand patron, Johnson, qui a été très paternaliste avec elle. Paternaliste, ça veut dire normalement avoir la bienveillance d'un père, mais aussi le côté de décider à sa place et de lui prendre un petit peu sa liberté de prendre des décisions d'adulte. C'est un peu ça l'idée du paternalisme. Mais finalement, il n'est pas si paternaliste que ça, parce qu'il a les mauvais côtés, mais pas les bons. Quand elle est en difficulté, il la lâche carrément, il donne tous ses dossiers aux autres, et il la pousse à se mettre de côté, alors qu'il sait très bien que pour elle, le travail, c'est toute sa vie. Donc elle se rend compte que les gens, finalement, elle ne peut compter sur personne, et pour la première fois de sa vie, elle rentre chez elle en milieu d'après-midi, elle se met en arrêt maladie, et elle découvre un monde qu'elle connaissait pas, le monde de la maison, alors qu'elle n'a toujours vécu que dans le monde du travail. Le chapitre suivant, il parle de Smita, mais je réalise que j'ai été trop vite quand j'ai dit qu'elle rencontrait une dame dans le train et qu'elle choisissait de changer sa route. En fait, c'est dans ce chapitre-là que ça se produit. Donc Smita, il raconte les conditions dans le train euh, et il y a une dame qui lui dit que au temple où elle a été, le temple de Tirupati, il y a quelque chose qui est dédié à Vishnu. Et donc Smita choisit d'aller là-bas parce que c'est son dieu préféré. Hein, c'est des gens qui sont polythéistes. Et donc c'est Vishnu son dieu préféré. Et elle veut aller faire un sacrifice pour Vishnu dans cette ville de Tirupati, tout qui n'est pas loin. Ensuite, le chapitre suivant, c'est Julia. Elle rejoint Kamal dans la rue. Alors le chapitre suivant, on revient à Julia. Julia, elle a donc rendez-vous avec Kamal en bas de chez elle, dans la rue. Enfin, rendez-vous, il lui a acheté des pierres sur sa fenêtre pour qu'elle descende. Et quand elle descend, Kamal lui explique qu'en Inde, les Sikhs n'ont pas le droit de couper leurs cheveux, mais par contre, il y a d'autres ethnies qui ont d'autres traditions. Et dans leur tradition à eux, ils se rasent la tête et ils offrent leurs cheveux au temple. Et donc ces cheveux, ils n'ont pas de valeur pour eux, mais il y a des gens qui les vendent. Et par exemple, qui font des perruques avec ou des extensions. Donc il dit à Julia que ça pourrait sauver leur atelier s'ils faisaient du commerce de ces cheveux-là. Donc Julia, elle est très excitée par la question, elle remonte dans sa chambre, elle fait des recherches sur Internet. Elle voit qu'il y a un Anglais qui a fait fortune avec ça, qui a acheté un hélicoptère, une maison avec piscine, etc. Donc elle se pose la question de faire du commerce avec les cheveux indiens, sachant que elle, son but n'est pas d'avoir une villa ou de vivre dans le luxe, mais de sauver l'atelier traditionnel de son père. Et là, on voit un petit conflit d'intérêts entre la tradition et la modernité. C'est la même chose qu'avec Smita, qui doit choisir de rompre avec la tradition et pour entrer dans le monde moderne ou pas. Et on voit quand même que c'est pas tout blanc ou tout noir. Parce que si elle rompt avec la tradition et qu'elle achète des cheveux indiens, ça peut les sauver. Mais la mondialisation, on sait que ça a aussi des mauvais côtés et que du coup, quand on change les habitudes des gens et les choses, des fois, ça a aussi des mauvaises conséquences. Donc c'est une grave décision importante. Et elle se demande qu'aurait voulu faire son père. C'est une façon de se rattacher aussi à la tradition parce que son père qui est malade, avec toutes les photos au mur de son grand-père, son arrière-grand-père qui ont monté l'usine, la volonté de son père, elle entre encore en considération. Donc ensuite, on retourne chez Smita. Donc elle descend du train, elle arrive enfin dans la ville sainte. Donc il y a tout un parcours qu'il faut faire à pied, c'est très difficile. Encore une fois, c'est un chapitre qui parle très longuement de leurs difficultés, la route qui est difficile. Il y a même toute une famille qui avance sur les genoux pour avoir encore plus de peine pour faire le trajet, parce que plus on fait d'efforts et plus on souffre pour arriver au temple, plus le sacrifice est considéré comme grand. Donc elle n'a pas mangé, Lalita n'a pas mangé, elle s'endort, c'est elle qui porte Lalita sur son dos, bien que elle-même, Smita, est toute fluette, c'est quand même elle qui porte sa fille. Donc c'est un peu une métaphore de sa grande volonté. Voilà, et elle arrive au bout avec sa fille, mais quand elle arrive au bout, il y a une longue file d'attente pour entrer dans le temple et pour acheter le ticket d'entrée. Elle s'endort dans la rue, il y a un homme louche qui propose de les héberger, et là elle comprend qu'elle est en danger. Donc elle finit par payer une place dans un dortoir collectif, il y a un lit pour deux, et elle dit que après tout ce qu'elles ont vécu, elle et Lalita s'endort encore dans ses bras, et elle dit c'est un petit peu comme si elle et le corps de Lalita ne faisaient plus qu'un, parce qu'elles ont vécu tellement de choses que
elles sont presque fusionnées entre elles. Donc là, on retourne chez Sarah. C'est un chapitre qui est assez long, où on ressasse un peu beaucoup la même idée. Ce chapitre-là, c'est en gros, l'idée, c'est que Sarah a tout perdu depuis qu'elle est malade. Tout perdu parce que toute sa vie, c'est sa vie professionnelle, c'est son moi social, et que toute cette partie-là s'est effondrée. Donc Sarah, maintenant, elle est au lit, elle se lève même plus de son lit, elle est complètement effondrée. Les câlins de ses enfants ne lui font rien. Sa fille qui la supplie de se lever, ça ne fait rien non plus. Elle reste dans son lit, presque à se laisser mourir. Elle repense à sa mère, qui est morte elle aussi d'un cancer. Mais en même temps, elle se rappelle d'une chose de sa mère, c'est que sa mère, même dans les derniers moments, elle a toujours resté très féminine. Elle était toujours impeccable, avec des beaux habits, avec les ongles propres et bien vernis. Elle est toujours restée très femme. Et d'un coup, Sarah se lève et elle décide qu'elle va mieux se, allez, mieux se comporter, comment? Prendre soin d'elle-même, voilà ce qu'elle décide. Et elle va dans sa salle de bain, elle se regarde, elle est toute maigre, elle est toute pas belle, elle est malade, faible, elle met un bonnet, plein de pulls, mais elle sait ce qu'elle va aller acheter. Bon, on l'a un peu tous deviné, mais le chapitre se termine sans le dire, donc elle s'en va en essayant d'aller acheter quelque chose pour sa féminité, pour rester, pour se retrouver plus belle. Donc elle s'en va, elle sort de son appartement et le chapitre se termine comme ça. Le chapitre suivant, on revient chez Julia, à Palerme, en Sicile. Donc Julia, elle va dans la maison familiale, elle rencontre sa mère et ses sœurs. Elle a passé une semaine à monter le projet, monter le dossier pour les banques, voir comment est-ce qu'on peut importer des cheveux d'Inde, etc. Et elle arrive avec son projet qui est assez bien ficelé pour le proposer à ses sœurs et à sa mère. Donc là, on a Francesca qui semble incarner le pessimisme. Francesca, elle, il faut rien changer, il faut vendre l'atelier pour pouvoir payer une partie de la maison. Elle refuse de prendre des risques ou de voir de l'espoir. Pour Francesca, tout va mal et rien n'ira jamais bien. Sa sœur Alda, elle, c'est une ado, donc elle s'en fout de tout, elle semble un peu étrangère au monde. Et sa mère, qui du coup incarne l'autorité, c'est à elle de trancher. Donc elle dit que ces deux filles se sont toujours opposées, elle résume les arguments, elle dit on doit quelque chose à toutes ces ouvrières, c'est une question d'honneur de ne pas les mettre à la rue, mais en même temps, un Italien veut des cheveux italiens, c'est ça son argument, elle le répète 2 fois, et à la fin, elle tranche avec ça pour dire qu'il n'est pas question d'acheter des cheveux indiens. Et donc c'est sa mère qui décide, et Juliane est obligée de se soumettre parce qu'elle n'a que 18 ans et c'est pas elle qui a les finances ni le droit de décider pour l'atelier. Donc Julia s'en va, elle va voir son père, elle est malheureuse, elle pleure, elle voudrait lui faire un câlin comme quand elle était enfant. Et elle s'endort près de son père, elle rêve qu'elle est dans l'atelier avec lui et que son père lui dit « Moi j'ai confiance en toi, vas-y, fais ton projet ». Après, elle se réveille parce que tout se met à sonner dans la chambre d'hôpital. Et du coup, il y a une infirmière qui arrive et tout le monde se demande ce qui se passe avec les machines. Et elle, elle sent la main de son père dans la sienne qui commence à bouger. Et le chapitre se termine comme ça. Donc on n'a pas encore lu les tout derniers chapitres, on va arrêter là le résumé et on le poursuivra quand on aura lu les tout derniers chapitres. Il reste moins d'une dizaine de pages, donc on est presque au bout. Donc résumé de la dernière partie, c'est les 3 derniers chapitres, c'est la fin. Pour les 3 personnages, on va voir comment est-ce qu'ils finissent chacun cette histoire. Donc Smita, elle se réveille donc dans son dortoir et elle va dans le temple. Elle va enfin entrer dans le temple avec son ticket et pendant qu'elle est en train de faire la file, il y a un enfant qui arrive, qui leur donne des pâtisseries sucrées qui sont fabriquées à l'intérieur du temple par les moines. C'est des pâtisseries avec des fruits secs et elles sont codifiées et on lui donne ça gratuitement et on voit que ça y est, elle arrive enfin à vivre des bonnes choses. Donc il lui offre ces gâteaux qui sont très bons pour elle et sa fille, surtout qu'en plus elle était à moitié morte de faim. Donc elle rentre dans le temple et là elles vont se faire tondre les cheveux. Lalita, elle n'était pas informée qu'elle allait se faire tondre les cheveux, donc elle est un peu émue, elle a peur de se faire couper ses cheveux parce qu'elle adore ses cheveux. Et elle dit on doit renoncer à notre ego, on doit abandonner nos cheveux, mais t'inquiète pas, je vais passer avant toi. Et donc Smita se fait raser la tête par un coiffeur. Quand il passe la lame sur sa tête, elle récite des prières et elle souhaite, on se doute qu'elle souhaite une vie meilleure pour Lalita et pour elle aussi certainement. Et donc quand elles sortent, ils mettent de l'huile parfumée sur leur tête et elles sont toutes légères et toutes heureuses. Le chapitre se termine comme ça.
On n'a pas de nouvelles du père, par exemple. Par contre, on ne sait pas ce qu'il est devenu, si les Jacques l'ont attrapé ou s'il va les rejoindre un jour. Et Lalita et Smita s'en vont, mère et fille, sans cheveux et le cœur léger, pour poursuivre leur quête d'une vie moins dure. Ensuite, le chapitre suivant, c'est Julia. Julia, ça s'était terminé avec son père qui serrait sa main, et on apprend tout de suite au début du chapitre que son père est mort. C'est pas bon d'être un homme dans ce livre-là. Donc le père est mort, et par contre, comme il a serré sa main au moment de mourir et qu'elle était en train de rêver que son père lui disait qu'il avait confiance en elle, elle se lance dans son entreprise d'importation de cheveux d'Inde parce qu'elle considère que son père lui a donné son accord en serrant sa main. Donc en fait, ils sont tous les deux, elle et Kamal, sur le tarmac de l'aéroport, et il y a un avion qui arrive avec une cargaison, et dans sa cargaison, il y a un colis qui contient les cheveux importés d'Inde. Et en fait, Kamal, il a été très présent pour elle, c'est lui qui l'a aidé à faire toutes les formalités, à parler en Inde, etc. Et donc ils se tiennent par la main, et l'auteur dit, elle tient la main de Kamal comme elle la tiendra encore pour son mariage, pour les accouchements, pour sa vie, ils vont plus se lâcher la main, ils vont toujours être ensemble. Donc on comprend que Julia, elle reste avec Kamal, ils montent leur atelier, enfin ils perpétuent l'atelier. Elle dit que ça fait 2 ans qu'elle travaille dans l'atelier quand le chapitre se termine, et elle est bien heureuse de sa réussite. Elle travaille beaucoup, mais voilà, elle n'est pas encore devenue au stade de Sarah quand même, elle travaille beaucoup, mais ça se passe bien. Et il y a les photos de son père, son grand-père, son arrière-grand-père, et elle dit que le temps n'est pas encore venu de mettre sa photo à elle, mais que bientôt elle mettra sa photo à elle, donc elle s'inscrit dans la tradition, même si c'est avec des cheveux indiens et pas des cheveux italiens. Ensuite, le tout dernier personnage, et ce sera le dernier chapitre de toute l'histoire, c'est Sarah. Alors Sarah, elle est partie à l'hôpital, elle a rencontré une dame qui lui a donné une carte pour s'acheter une perruque. Elle lui a dit, quand ce sera le moment, tu t'achèteras une perruque quand tu en auras besoin. On voit que Sarah, elle est beaucoup plus apaisée, elle a des amis, d'ailleurs, elle rencontre plein de gens avec sa thérapie contre le cancer, et du coup, ils deviennent un peu ses amis. Par contre, elle a démissionné de Johnson et Lockwood, et elle a décidé d'ouvrir son propre cabinet. Et dans son cabinet à elle, la première chose qu'elle va faire, c'est un procès à Johnson et Lockwood pour discrimination. Alors, donc le moment le plus fort de ce chapitre, c'est quand elle va chez le perruquier, je ne sais plus comment on appelle ça, pour essayer des perruques et pour en acheter une. Donc elle lui propose une perruque bon marché avec des cheveux synthétiques, une un peu plus chère, mais elle est toujours pas à l'aise avec. Et puis elle lui propose une qui est très très chère, mais c'est un travail très soigné, avec tous les cheveux assemblés un par un, 150 000 cheveux. Et cette perruque-là, on devine bien qu'elle vient de chez Julia. Donc c'est la fameuse perruque qui a été cousue chez Julia, et les cheveux qu'elle a cousus, c'est les cheveux de Smita et Lalita. Donc voilà, la boucle est bouclée. Chaque personnage a un lien avec l'autre. Et Sarah, elle termine par une phrase du Talmud. Donc le Talmud, c'est les textes religieux dans le judaïsme. Ça, c'est une partie de ces textes-là. Et elle dit, celui qui sauve un homme, donc la phrase qu'elle cite, c'est celui qui sauve un homme, sauve l'humanité entière. Et elle reprend cette phrase à son compte, et elle dit, moi j'ai l'impression que pour sauver ma vie, c'est l'humanité entière qui s'y est mise, le monde entier est là à cet instant pour sauver la vie de Sarah. C'est ce qu'elle ressent, que le monde entier l'a aidée pour se sortir de ce qu'elle vivait qui était horrible. Donc voilà, le chapitre se termine et on a terminé le livre. C'était une super aventure quand même de lire ce livre tous ensemble. Oui. Et on va résumer quand même les grandes idées les plus importantes. C'est que ces 3 femmes qui ont en commun de vivre quelque chose de très dur. Qu'est-ce qui arrive à Smita? Smita, elle doit s'échapper de son village parce que elle veut une meilleure vie pour Lalita. Voilà. Julia, qu'est-ce qui lui arrive? Son père est tombé dans le coma au dernier chapitre, il est mort. Et Et ils sont ruinés, ouais. ils sont en faillite. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Et la dernière, c'est celle-là qu'elle a eu des cheveux. La dernière, en effet, c'est Sarah qui vient d'acheter une perruque parce qu'elle a plus de cheveux, parce qu'elle a un cancer et surtout qu'elle a perdu son statut social en se faisant mettre de côté à son travail. Donc voilà, ces 3 femmes ont vécu une grosse épreuve et elles ont toutes les 3 réussi à surmonter leur épreuve. Voilà, je pense qu'on peut arrêter la lecture ici et c'est la fin de cette super aventure qu'on a vécue tous ensemble.